merci d'être présent. Je vais essayer de faire une présentation qui soit la plus simple et la plus claire possible. Quand j'ai eu M. Favnek au téléphone, il m'a dit il ne faut pas faire quelque chose de trop compliqué, mais il y a quand même un public qui est très intéressé. Donc en fait, il y a plein de sujets sur les crustacés. Moi, je trouvais que c'était assez intéressant de s'intéresser plutôt à la partie migration, c'est-à-dire vous montrer qu'en fait, nos crustacés, ils bougent beaucoup. Ce qui m'a aussi intéressé, je dois vous l'avouer, c'est quand il m'a dit la suite de la conférence, c'est aussi un travail sur la partie culinaire. Et c'est vrai que le travail que nous on fait à Ifremer, c'est bien sûr de gérer la ressource, donc il faut qu'elle soit gérée durablement. Et parmi une des actions, c'est prélever par la pêche, mais prélever durablement. Et la pêche qu'elle fait, c'est pour vous présenter des crustacés dans l'assiette. Donc je trouvais que c'était assez, on va dire, la suite est assez intéressante. Il m'a demandé aussi en arrivant, mais tu connais l'agneau? Bon, alors je vais vous dire, ma femme elle est du Gouello, désolé, elle n'est pas du Trégor, et j'habite dans le Haut-Léon. Donc bon, je suis à cheval entre les deux zones. Alors, à Ifremer, on s'intéresse principalement au niveau de la gestion et le travail que je fais sur 4 grands crustacés. On classe après les crustacés dans un autre ordre, notamment la langoustine, elle fait plutôt, on parle de petits crustacés. Mais moi, c'est vraiment les 4 espèces sur lesquelles on travaille. Il y a quelques travaux qui sont faits aussi sur le bouquet ou sur le crabe vert, mais de manière beaucoup moins importante. Donc, dans ma présentation ce soir, je vais vraiment me concentrer sur ces 4 espèces-là. Alors, des espèces, je ne vais pas vous les présenter, les photos, vous les avez bien vues. C'est vraiment des espèces emblématiques, alors à la fois en Bretagne, mais pas que en Bretagne. En Normandie, le homard et le tourteau et l'araignée sont aussi beaucoup pêchés. Et en Loire-Atlantique et même jusqu'à Hendaye, on peut pêcher ces 4 crustacés, alors en quantité un peu moindre. Juste une précision, le homard, on en trouve aussi en Méditerranée, donc ce n'est pas qu'une espèce qui est atlantique, en quantité moindre, la langouste aussi. Au niveau des répartitions géographiques, on en trouve du nord de la Norvège jusqu'au Maroc, en quantité plus ou moins importante selon les habitats. Alors, souvent quand on me parle de crustacés, on me demande mais qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça vit? Alors là, j'essaie de vous faire une présentation qui est très simple et synthétique de qu'est-ce que la vie d'un crustacé. C'est d'abord des larves, alors qui ont des formes différentes. Donc c'est d'abord une vie larvaire, avec des larves qui ont des formes différentes et qui sont plus ou moins adaptées à la dérive dans le milieu. Je reviendrai plusieurs fois sur la langouste, mais c'est une espèce sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment. C'est une larve qui a, on appelle ça un phylosome, qui a au niveau du céphalothorax, en fait, un céphalothorax qui est assez plat et donc qui est capable de dériver sur des distances assez importantes dans l'eau. Et d'ailleurs, elle a une vie larvaire qui est assez importante. Donc là, pour certains crustacés, comme la langouste, on a une vie larvaire. Alors, à la fin, vous allez voir, je vais vous présenter une diapo où je dis qu'ici, elle est d'une dizaine de mois. Nos récents travaux semblent montrer que c'est sans doute un peu moins, mais quand même de 4-5 mois. Alors, qu'est-ce que fait la larve dans le milieu? Elle se métamorphose. Elle a déjà une vie qui ressemble à la vie d'un crustacé, c'est-à-dire que pour grandir, il faut qu'elle change de carapace. Alors, quelques caractéristiques assez intéressantes. La larve dans le milieu, il se trouve qu'au début, elle ne peut pas se mouvoir de manière très importante, donc elle dérive avec le courant. À partir d'un certain temps, à partir d'une certaine taille, elle est capable de se mouvoir dans la colonne d'eau et donc d'avoir, on va dire, une migration qui devient active. C'est-à-dire qu'elle va être plus ou moins proche du fond, elle va pouvoir se déplacer et surtout quelques travaux. Alors nous, on n'en est pas encore là sur nos larves, mais il y a quelques travaux qui montrent qu'elle est capable de reconnaître une signature chimique. Un exemple très précis, vous mettez une larve de homard, on a fait une expérience où on met une larve de homard dans un couloir d'eau. Et vous mettez de l'eau qui vient de l'endroit d'où la larve est originaire, et vous mettez de l'eau qui vient d'ailleurs, elle va se positionner de manière à 90% dans l'eau qui vient de son zone d'origine. Donc elle a des marqueurs chimiques, elle est capable de retrouver ça. Et notamment les marqueurs liés au bruit, sur des larves en Australie, ils ont bien montré qu'elles faisaient la dernière métamorphose, donc pour se déposer sur le fond, quand elles commençaient à entendre du bruit qui correspondait à des zones rocheuses. Donc la métamorphose, elle est un petit peu contrôlée. Donc ça a beau être petit, ça a déjà des capacités assez importantes. Un arrivé sur le fond, on a des jeunes individus qui sont à l'égal des grands au niveau de la forme, alors bien sûr plus petits, capacités différentes. Globalement, on a plutôt nos jeunes crustacés, pour les 4 crustacés qui se retrouvent en zone côtière. Même les alors j'ai excepté les langoustes dans le sens où on va les trouver jusqu'à 20 mètres de fond, mais c'est plutôt vraiment de la zone côtière.
L'exemple du tourteau, c'est un exemple qui est assez intéressant, puisque vous allez à grande marée partout, des petits tourteaux, vous en trouvez un petit peu partout. Donc on a plutôt des jeunes individus qui se retrouvent à la côte. Ça veut dire que les larves, si elles dérivent loin en mer, dans des endroits qui ne leur sont pas appropriés, c'est des larves qui sont perdues pour tout le monde et pour la ressource. Ensuite, cas classique, c'est comment elles se développent, c'est vraiment de la croissance par changement de l'exosquelette, c'est-à-dire qu'elles vont changer de carapace. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, on pense que la croissance, ça se fait un peu comme en escalier. Hop, elle change de carapace, donc elle va augmenter de taille, puis pendant un certain temps, ça ne bouge plus, puis ça remonte. En fait, il se trouve que dessous la carapace, dès qu'elle a mué, la nouvelle mue, la nouvelle peau est déjà en constitution. Donc, si vous avez tous mangé des crustacés, vous voyez bien que quand vous ouvrez la carapace pour la manger, pardon, le micro, vous avez une peau qui est déjà, soit déjà en préparation, ou donc c'est une croissance qui est continue, mais qui est contrainte par une carapace qu'elle doit changer régulièrement. En fait. Alors, au niveau du changement de carapace, pour les jeunes individus, prenons le cas du homard, quand il fait moins de 500 grammes, il y a au moins deux mues par an, une en hiver et une durant l'été. Ensuite, quand les femelles notamment sont matures sexuellement, il n'y a plus qu'une seule mue par an, et voire même des fois qu'une mue tous les 2-3 ans en fait. Donc ça c'est une caractéristique assez particulière. La caractéristique assez intéressante c'est l'araignée. Souvent on me pose des questions, mais est-ce qu'il y a 2 araignées? Non, il n'y en a qu'une. Quand elle atteint la taille adulte, il y a une mue qu'on appelle mue terminale. Elle fait cette dernière mue, elle est apte à se reproduire à ce moment-là, mais elle ne muera plus jamais en fait. Donc on a bien toutes les araignées que l'on appelle sous différents termes, mais notamment les mousses, ou des moussettes, ce sont des araignées qui sont juvéniles, qui n'ont pas fait leur dernière mue terminale et qui ne sont pas aptes à se reproduire encore. En fait. Donc on voit bien que la mue, c'est un stade assez important. Et un dernier point sur la reproduction, pour tous ces 4 espèces, il y a un accouplement mâle-femelle en fait. Elle se fait généralement quand la femelle elle est molle, juste après la mue en fait. Et le mâle vient déposer en fait dans des spermatèques que possède la femelle en fait sa semence. Et ce qui fait que la femelle, quand elle pond ses œufs, après, elle peut les féconder. Donc, il y a vraiment une capacité de stocker des spermatozoïdes, et cas particulier, notamment chez le homard et peut-être aussi chez le tourteau, c'est-à-dire qu'avec un accouplement, la femelle, elle peut féconder sans doute peut-être 2 pontes. C'est-à-dire que l'accouplement du homard se fait au courant de l'été, la ponte, elle va avoir lieu au mois de septembre, donc la ponte va être fécondée. L'année suivante, il n'y a pas forcément une autre mue, un autre accouplement, elle est capable de reféconder une autre ponte, donc une capacité assez importante. Et juste la petite anecdote, avec mes homologues norvégiens, irlandais, on parle souvent des capacités des femelles à se reproduire, et souvent pour la femelle bretonne, on parle de super femelle. Je vous explique pourquoi. Car souvent, en fait, pas mal de travaux réalisés montraient qu'une femelle portait des œufs qu'une année sur 2. Le schéma classique, c'était elle fait une mue, elle s'accouple, mais ça lui a demandé de l'énergie. Et donc, elle va attendre seulement l'année suivante pour pondre des œufs et donc les féconder. Ce que nous montrent nos résultats ici, c'est que nous, on a des femelles qui sont capables de muer, s'accoupler et pondre des œufs de suite après. Donc, en 2 mois, elle fait tout, en fait. Et ce qui fait qu'on a un taux de femelles, alors je ne vous montrerai pas ces travaux ce soir, mais si vous pêchez des homards au mois de novembre, si vous pêchez une femelle, à 90%, elle est sûre d'être grainée en fait, parce qu'on a presque toutes les femelles qui portent des œufs. Donc voilà, ça c'était vraiment une généralité. Ce soir, je veux vraiment m'intéresser, encore un petit point de synthèse, après on va parler vraiment de migration. Là, c'est des points de synthèse sur à la fois des données que l'on a, sur l'état de la ressource. La langouste, aujourd'hui, on en pêche à peu près 20 à 30 tonnes. L'historique, c'était, il y a 60 ans, 1000 tonnes. Donc une espèce... Non, elle n'est pas en voie de disparition, heureusement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est l'espèce qui montre tout ce qu'il ne faut pas faire en gestion des pêches, ou qu'est-ce que l'on n'a pas fait. Cette espèce-là, c'est classiquement une espèce sur laquelle on n'a mis aucune règle de gestion. Donc, la gestion à la pêche, c'est comme les règles de conduite sur la route. S'il n'y en a pas, on va au crash. Et c'est ce qui s'est passé. Cette espèce, elle n'a pas du tout été cadrée. Pas de règle de gestion, donc en 60 ans, on a complètement écroulé le stock. Et aujourd'hui, on recommence à prendre des règles de gestion. Hier, il y avait un petit article dans le Télégramme où on m'a demandé de mettre un titre accrocheur, et j'ai indiqué que la langouste, elle va être sauvée par la gestion. On commence à prendre des mesures et on commence à avoir des effets positifs. C'est une espèce aujourd'hui qui est principalement pêchée au filet, mais qui avant était pêchée au casier.
À la croissance, on dit que c'est une croissance continue dans le sens où il n'y a pas de mue terminale, c'est-à-dire qu'une langouste de 3 kg, elle peut encore muer et atteindre 4 kg. Donc, la femelle, elle porte ses œufs pendant 7 mois à peu près. Là, les femelles que vous pêchez aujourd'hui, elles sont toutes grainées. D'ailleurs, la nouvelle règle, c'est qu'il n'y a plus le droit de les pêcher. Mais en gros, entre octobre et avril, elles portent des œufs. On a une mue qui est pendant l'été. Alors la phase larvaire, il y a encore un mois, je vous aurais dit 12. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure qui montre que sans doute on est beaucoup plus petit que ça, plus faible que ça, sans doute 5-6 mois de dérive larvaire. Par contre, elles sont adultes à peu près à 6-7 ans, pour un poids qui est autour d'1 kg. Aujourd'hui, les mesures de gestion que l'on a, c'est le MLS, c'est Minimum Legal Size, ça veut dire qu'on a une taille minimale de capture, qui aujourd'hui est de 11 cm de taille céphalothoracique. Ça fait un individu qui fait à peu près 1 kg. C'est la mesure de gestion la plus importante. C'est-à-dire que si vous pêchez trop petit, vous pêchez des individus qui sont juvéniles, qui ne se sont pas reproduits, et si en plus derrière vous n'avez pas de régulation de l'effort des quantités qu'on peut capturer, vous allez au clash. Donc là, on a pris cette première mesure avec une taille adaptée il y a, c'était en 2009, et aujourd'hui ça commence à porter ses fruits. Deuxième mesure qu'on a pris avec les pêcheurs, c'est qu'on a une fermeture annuelle, janvier, février, mars. Et la dernière mesure qui a été prise, c'est aujourd'hui interdiction de pêcher des femelles grainées. C'est important pour cette espèce-là, puisque le stock se trouve dans un état vraiment très faible. Pour les autres espèces, c'est une mesure qui n'est pas en place, mais c'est une mesure qui pourrait être actionnée s'il y avait besoin. En fait. Le homard, on est dans une situation différente, 500 tonnes, on tourne entre 500 et 600 tonnes, principalement pêché au casier. Pareil, on a une croissance qui est continue, vous pouvez avoir des gros homards. Une incubation qui, elle, est pareil, de 6 à 8 mois. Des homards grainés, vous recommencez à les avoir en mois de septembre jusqu'à mi-avril, mi-mai. Pareil, une mue en été. Par contre, on a une vie larvaire qui est plus courte, de 2 mois. Et on a des adultes, des homards matures à 4-5 ans. Ça dépend ouais, à peu près. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de la croissance, c'est à peu près ça. Alors, l'année dernière, pour vous montrer que dans mon institut, on travaille avec plein d'endroits différents. On travaille notamment beaucoup avec le comité départemental des pêches des Côtes d'Armor. Et l'année dernière, on a mis en place des collecteurs à homards pour essayer de trouver ces tout petits homards qui arrivent sur le fond. Et on en a trouvé pour la première fois. Le homard petit, il est cryptique, il va des infractuosités, on ne le voit pas. On avait développé quelque chose, des collecteurs, et on a commencé à en voir. Donc là, on a un travail qui va essayer de suivre un peu l'arrivée des homards. L'araignée, 4000 tonnes. Principalement pêché en baie de Saint-Brieuc et aussi, entre la baie de Saint-Brieuc, Jersey, tout le golfe normando-breton. C'est la grosse zone de pêche des araignées. Après, vous en avez à la côte, mais c'est vraiment la grosse zone. Donc une vie d'adulte, les adultes à 2 ans, avec une taille où vous pouvez avoir un adulte mâle qui fait presque 2 kg et un même mâle qui fait qu'1 kg. C'est surtout en fait le nombre de mues que va faire l'individu avant de faire cette mue terminale. Comme à chaque mue, la taille augmente d'à peu près, ça peut augmenter jusqu'à 30% d'augmentation de taille. Il suffit que pour une raison ou pour une autre, un individu ait fait une mue de moins, tout simplement parce que la larve s'est retrouvée dans le milieu assez tard dans la saison, et ben elle ne va pas avoir suffisamment de mue. Pour vous expliquer plus particulièrement, une femelle araignée peut faire 2 pontes dans la saison. Une ponte qui va avoir lieu fin du mois de mai, juin, et elle est capable de refixer des œufs et de repondre, on va dire, fin de l'été. Donc une larve qui s'est retrouvée dans le milieu au mois de juin et une autre qui s'est retrouvée dans le milieu au mois de septembre, elle ne va pas avoir le temps de faire autant de mues, et le nombre de mues en moins qu'elle va avoir fait la première année, ça va se retrouver à la fin, et donc souvent, en fait, on a une variabilité de taille chez les araignées, au moins au niveau des mâles, qui est variable, notamment liée à ça. Alors on a une taille limite. Pour l'araignée, comme je vous disais, la taille limite, c'est important. La taille limite de l'araignée à 12 cm, c'est quelque chose qui est très pertinent parce que vous avez une partie des adultes, du fait de ce nombre de mues, qui n'ont pas atteint la taille maximale de 12 cm, mais par contre, ils sont aptes à se reproduire. Et donc, ces araignées-là, on ne va jamais les pêcher. Elles vont être tranquilles dans le milieu, elles vont pouvoir se reproduire plusieurs fois, de 4 à 4, 5, 6 fois. On a une limite, alors pour le homard et aussi pour l'araignée, on a une limite d'effort. L'araignée, un pêcheur professionnel, il n'a pas le droit d'avoir plus de 200 ou 250 casiers par homme embarqué. Et on a des licences. Donc c'est quelque chose qui cadre l'effort de pêche. Je disais tout à l'heure en aparté, en arrivant, en fait, le homard aujourd'hui, c'est une espèce qui se porte plutôt bien. S'il y a des pêcheurs de homards professionnels ou amateurs ici, depuis une dizaine d'années, on a une augmentation de l'abondance, à la fois parce que
La taille minimale, elle est respectée. Alors, elle est respectée à la fois par les professionnels. Je peux vous dire que sur les 12 dernières années, depuis que je travaille sur ce sujet-là, en fait, il y a vraiment un respect des tailles qui n'a fait que progresser, mais de manière très forte. Aujourd'hui, alors moi, je ne suis pas les affaires maritimes, mais quand je vais en crier pour mesurer des homards, c'est extrêmement rare que je trouve un homard qui ne fait pas la taille. Et je pense que ce travail-là de mesure ou de respect des tailles légales l'est aussi vrai pour la pêche de plaisance. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, hein, la ressource, elle est partagée par tout le monde. Donc, si tout le monde respecte bien ces mesures de gestion, notamment les tailles minimales, c'est déjà un point très très important. Donc, pour ces trois, même pour le tourteau aussi, on a un nombre de licences accordées. Donc, en Bretagne, on a tant de bateaux qui peuvent pêcher le tourteau au casier et pas plus qu'un certain nombre. Et donc, l'effort de pêche est encadré. Pour finir, pour le tourteau, on a 6000 tonnes. Il y a quelques années, on était un peu plus, mais on a une pêcherie du tourteau qui a la particularité que le tourteau, aujourd'hui, acheté aux pêcheurs, c'est autour de 2 € le kilo. C'est un prix qui est très très bas, et donc c'est plutôt des bateaux pour trouver des matelots, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a une grosse concurrence sur le marché international avec les Anglais et les Irlandais. Ce n'est pas une concurrence, on ne veut pas se taper dessus, hein, mais ils ont développé aussi leur pêcherie. Et comme le marché principal d'absorption du tourteau, c'est comme le marché français, et on a beau manger du tourteau, on ne va pas en manger tous les jours. Donc du coup, en fait, c'est vraiment un équilibre de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, donc nous, on est à peu près à 6000 tonnes. C'est principalement pêché au casier aussi, avec une particularité, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est que les femelles tourteaux, en fait, en hiver, c'est principalement une pêche de femelles, et en hiver, elles ne bougent plus, elles sont incubées, elles portent leurs œufs, et elles ne mangent plus. Donc c'est des cas particuliers. Alors, au niveau de la gestion européenne, finalement, pour les crustacés, elle n'est pas très très importante, c'est plutôt des réglementations qui sont nationales. Avec, par exemple, aujourd'hui, la réglementation sur la langouste en France, il n'y a pas l'équivalent en Europe. On a une taille minimale qui est aujourd'hui supérieure à la taille européenne. On a mis en place des zones fermées, interdiction de femelles grainées. Ça n'existe pas dans les autres pays. Donc, c'est un peu comme la coquille Saint-Jacques. Il y a une réglementation à minima européenne. Pardon, il y a une réglementation à minima européenne. Et derrière, en fait, chaque pays peut la compléter. Alors, je vais vous montrer pour chacune de ces espèces ce que l'on connaît sur les déplacements, les travaux que l'on fait et ce que l'on doit encore faire. Alors par exemple là, pour la langouste, on a développé deux projets, notamment l'un avec le parc marin d'Iroise et puis un autre avec une structure professionnelle, où on a fait un travail qui est assez simple. En fait, on a une zone qui est fermée à la pêche et dans cette zone-là, tous les langoustes que l'on pêche et qu'on remet à l'eau, elles sont marquées. Vous allez voir que ça nous donne des informations assez intéressantes. On a une marque qui, lorsqu'elle est repêchée par un professionnel ou par un plaisancier, puisque ce travail a été fait aussi sur le homard, on a souvent des plaisanciers ou des professionnels qui nous rappellent « j'ai pêché tel homard avec telle marque à tel endroit ». Donc nous, ça nous intéresse justement pour suivre les mouvements et aussi pour suivre la croissance, parce que cette petite marque-là, alors plutôt quand elle est mise dans l'abdomen, il y a de fortes chances qu'à la mue, elle reste sur l'animal en fait. Donc il va pouvoir muer, déplacer, donc muer, grandir, nous on va pouvoir suivre aussi la croissance, et ça c'est vraiment très intéressant. Alors, pour l'araignée, les travaux sont assez anciens, mais ils sont encore tout à fait pertinents concernant les variations. Alors, on a plutôt des migrations entre l'automne et l'hiver, et on a aussi, vous allez voir après, des migrations de printemps. Dans le golfe normando-breton, les principales migrations qui sont vues entre l'automne et l'hiver, c'est vraiment des migrations entre la côte et le large. On parle souvent de migration bathymétrique. Les individus vont un peu plus profond. Là, on les trouve sur des fonds qui font 50-60 mètres, des fonds de sable où les araignées vont plus ou moins sans sabler. Mais c'est aussi une zone où les pêcheurs les capturent. Cette migration-là, c'est souvent en fait les jeunes araignées adultes qui viennent de muer, qui ont mué fin du printemps, début de l'été, qui sont restés un peu dans les eaux pour prendre des forces, et hop, migration qui les ramène dans des zones plus profondes en fait. Au niveau de la côte, on va dire au niveau des Côtes d'Armor et puis du Nord Finistère, on a ce même migration, mais les distances sont un peu moins larges, mais des animaux qui repartent vraiment sur des zones plus profondes. Ça se comprend assez, les zones plus profondes ont des températures qui sont beaucoup plus stables, c'est plus tamponné, et notamment pour faire maturer une partie, alors pas des œufs parce qu'elles n'ont pas encore, mais de commencer à préparer tout ce qui est ovaire, c'est assez important. À la pointe du Finistère, on a ce même type de migration, mais les animaux restent au large de la mer d'Iroise et puis après reviennent à la côte. En été, enfin en printemps, on a vraiment le sens inverse. Alors, toutes ces données-là, c'est tout simple. Hein. Il y a eu des araignées qui ont été marquées, il y a eu un travail avec les professionnels et puis qui a permis de monter ça. Très classiquement, tout le nord, enfin le large de la baie de Saint-Brieuc et puis entre
entre Guernesey, le plateau des Langoustiers, les roches d'Ouvre, en fait, on a vraiment une zone de pêche où, hop, les araignées reviennent à la côte. Et c'est exactement la même chose tout le long du Nord-Bretagne. En fait, on a vraiment ce mouvement bathymétrique avec des animaux qui reviennent. Donc, lors de ces migrations-là, c'est là que les pêcheurs les capturent de manière assez importante, en fait, ou voire même en hiver. Alors, la majorité des captures d'araignées sont faites au filet. Alors, c'est des filets particuliers, hein. Ça capture à 99% que des araignées. C'est encore des filets en grosse maille, à moitié en coton. Ça ne peut pas mailler un poisson ou très peu. Par contre, les araignées, quand elles sont de l'année, vous avez vu la carapace, elle est très piquante en fait, et donc elles sont capturées. Alors, c'est des filets qui parfois restent assez longtemps à l'eau, puisqu'il n'y a pas de pêche, on va dire, accessoire qui détruisent du poisson. Et l'araignée, quand elle reste dans le filet, elle ne meurt pas. On va dire qu'en général, les pêcheurs, ils gèrent un peu le volume, et en fonction du prix du marché, ils savent que leurs araignées, au fond, elles ne vont pas... Donc on a des fois des temps de pause des filets qui sont assez longs, mais il n'y a pas de conséquences négatives sur l'espèce et puis sur les espèces accessoires. Et donc par contre après, sur tout le long de la côte, là, on a plutôt une pêche au casier qui est assez développée. Vers Saint-Malo, le long de la côte de Normandie, il y a une pêche à l'araignée au casier, mais qui n'est pas si développée que ça. La pêche à l'araignée, c'est vraiment lors de la migration au filet où on a les plus fortes captures. En fait. On a 85% qui est pêché au filet. Alors, pareil, pour les principales zones on appelle ça c'est de nurserie, hein, c'est pas de nourricerie, donc c'est là où on trouve les juvéniles. C'est tous les fonds de baie, c'est des fonds plutôt de sable. L'araignée, elle va se nourrir, alors un peu d'algues, mais aussi de tout le comment ça s'appelle tout ce que l'on va trouver dans un substrat meuble en fait. C'est en général des zones où il n'y a pas trop de courant, c'est vraiment dans les fonds de baie en fait. Pareil, alors la grosse zone c'est vraiment la baie de Saint-Brieuc et puis toute la zone à la côte de Granville en fait, où on a les zones les plus fortes. Alors le principal conflit qu'il y a dans ces zones-là, ça pourrait être un conflit lié aux engins de pêche qui sont utilisés, notamment parfois du chalut ou alors pas trop la drague parce que c'est plutôt des zones d'été en fait, et puis c'est pas. Mais voilà, l'interaction que l'on a dans ces zones-là, c'est vraiment avec des engins mobiles en fait, qui peuvent dans certains cas entraîner une mortalité là par contre assez conséquente. Mais dans certains endroits, il y a vraiment eu depuis quelques années une définition de zone où l'activité de pêche doit être très très faible et donc ces interactions sont de moins en moins fortes en fait. Alors ça, ce que je vous ai montré, c'est on a marqué avec, nous on appelle ça une marque spaghetti, les araignées, de manière assez simple. Là, depuis quelques temps, nous c'est ce qu'on va utiliser aussi, on utilise on appelle ça des marques électroniques en fait, on colle ça sur la carapace de l'individu. Alors il faut la repêcher pour avoir l'information, mais elle nous informe de la température et de la profondeur. Là, je reprends, alors pour mes propos, j'utilise des travaux qui ont été faits en fait. Là, c'est des travaux qui ont été faits dans le nord de la Galice. Alors l'araignée dans le nord de la Galice, c'est beaucoup plus prisé que le homard par exemple, ça se vend très très cher. On en trouve dans des petites baies, avec souvent ils vont vous dire, j'ai discuté avec des Espagnols, la nôtre elle est vraiment meilleure que la vôtre en fait, mais là c'est pas. Tout à l'heure on parlait de questions de goût entre le homard américain et le homard européen. Je pense que c'est un peu comme le terroir en fait, selon ce qu'elle mange, le goût est un peu différent. Mais là, ce qui a été intéressant, ils ont marqué en fait dans des eaux très peu profondes des araignées avec des petits capteurs. Ils ont été repêchés, certaines presque 8 ou 9 mois après. Et donc un peu comme ce que l'on observe chez nous, mais alors avec un pattern ou un schéma un petit peu différent, mais pendant une période de l'année, elle est dans très peu d'eau, vous voyez, moins de 10 mètres. Et au cours de l'automne, vraiment il y a une migration. Alors il se trouve que ces zones-là sont un peu comme des zones de fjord, donc elle n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour aller très profond. Mais ce que l'on observe pour nos araignées, c'est exactement la même chose. Donc on a des araignées qui vont descendre dans des endroits beaucoup plus profonds, vous voyez, jusqu'à 70-80 mètres, qui vont y rester un certain temps et qui vont remonter. Donc là, c'est des patterns, c'est assez court dans le temps, mais nous, nos araignées, elles font ça pendant 3-4 mois, elles restent dans des endroits beaucoup plus profonds en fait. Alors pour le tourteau, pareil, on a des données assez anciennes. Alors par contre, le tourteau, on a deux choses complètement différentes. On a des femelles qui migrent beaucoup. Les femelles, elles bougent. Dès qu'elles sortent de leur hiver, elles bougent. Par contre, les mâles, très très peu. Alors là, c'est des travaux assez anciens. Je vais vous en montrer après des plus nouveaux. On a
plusieurs points de lâcher. Donc là, c'est l'île de Wight. Donc là, on est dans le sud de l'Angleterre. Là, au sud, dans la baie de Plymouth. On en a lâché au nord de Ouessant, au niveau d'Audierne, et puis au large de... Enfin là, on a l'île-Dieu et puis Oléron. Alors, ce qui est assez intéressant, et vous allez voir, on pourra faire un peu une comparaison avec ce qu'on a sur le homard aussi, c'est que tout ce que l'on a lâché en Manche, et ce que l'on fait encore aujourd'hui, les femelles, elles vont toutes cap à l'ouest. Mais vous pouvez prendre une femelle, je ne sais pas ce qu'il a, elle va cap à l'ouest. Au niveau de la pointe bretonne, on a plutôt ouest ou sud-ouest. Alors, elle ne peut pas aller plus plus loin que le talus, puisque là, on a des limites de profondeur qui sont à plus de 200 mètres, beaucoup plus profond. Et les tourtons, on les trouve jusqu'à 180 mètres, rarement plus. Donc, on a vraiment ce mouvement qui est, on va dire, relativement étonnant, puisqu'on pouvait se dire, qu'est-ce qui fait qu'elle va à l'ouest? Alors, sans pouvoir donner une explication, une réponse qui soit affirmative, le courant résiduel en Manche et à l'entrée et au nord du golfe de Gascogne, si vous laissez une particule, et on revient à la Villarvert de tout à l'heure, en fait, si vous laissez une particule dans le milieu, en fait, elle va remonter en Manche. Donc, on peut penser, il y a plusieurs exemples de ce type-là, qu'en fait, il y a une sélection, on va dire, à long terme, c'est-à-dire que ce schéma où on avait des femelles qui allaient à l'ouest et après des larves qui remontaient à l'est fait que c'est ces individus-là qui ont été sélectionnés au bout de plusieurs milliers d'années, en fait. Donc ça, c'est assez classique de voir ça pour d'autres espèces. Donc voilà une particularité de nos tourteaux. Ça a été refait récemment, mais là, on a mis des marques électroniques dessus, comme nos petites araignées juste avant. Donc collé sur la carapace, on a une petite marque électronique qui peut enregistrer toutes les minutes une donnée de température et de profondeur. Et là, on a des marques qui fonctionnent pendant 2 ans. Donc l'inconvénient, là, c'est qu'il faut recapturer les individus qu'on a relâchés. Ça coûte un peu cher. Une marque, là, j'en ai acheté la semaine dernière, ça coûte 350 € à peu près. Donc, ouais, juste la marque. Hein. Donc pour avoir de l'information, il faut marquer plusieurs individus. Donc on sait qu'on va pas tous les récupérer. On espère en récupérer que quelques-unes déjà. Et si on en récupère quelques-unes, on est content. Donc là, travaux qui ont été faits il y a 3 ans. On retrouve en Manche ces déplacements qui sont toujours vers l'ouest, en fait. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que les marques électroniques nous apportent d'autres choses sur le comportement de nos individus. Là, ici, vous avez la température. Donc là, c'est la température Western Channel, c'est l'est de la Manche Est. Donc on voit bien qu'entre septembre et puis février, on a une température qui descend. Donc on retrouve le cycle de température. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la profondeur là, avec une variation de profondeur. Donc on voit bien que l'animal il est actif. Et puis à un moment, vous voyez, là on est fin du mois de novembre, début du mois de décembre, hop, la bathymétrie elle ne bouge plus. Là ce sont des femelles qui ont pondu leurs œufs et qui rentrent dans le sédiment, qui arrêtent de s'alimenter et qui ne bougent plus du tout. Et qui ne bougent plus du tout, vous voyez, jusqu'au mois de juin. Donc là en fait on a 6 mois pendant lesquels la femelle elle bouge pas, elle incube ses œufs et elle va sortir du sédiment, elle va lâcher ses œufs, elle va donc du coup libérer les larves en fait. Alors, les pêcheurs ils savaient ça, donc ça c'est confirmé, mais surtout en fait pendant cette période-là, tous les pêcheurs qui font notamment du tourteau, c'est une période qui n'est pas très bonne pour le tourteau parce que la capturabilité, ce qu'on appelle capturabilité, c'est la capacité à pêcher un tourteau, enfin à pêcher quelque chose. Et là notamment sur les femelles et donc sur les zones où il n'y a principalement que des femelles, vous pouvez mettre un casier à l'eau, vous n'aurez rien du tout en fait. Alors c'est aussi sans doute un peu lié l'activité en hiver, la température est basse, donc on a une activité faible. Donc, si on fait le parallèle avec notamment le homard, qui a aussi une activité qui est saisonnière, la température basse d'hiver fait que physiologiquement, en fait, ils ont moins d'énergie. Enfin, c'est moins intéressant pour eux de dépenser de l'énergie, donc ils sont plutôt très, très stables. Et donc, ce qui a été observé en Manche Est l'est aussi en Manche Ouest, avec par contre des individus que l'on retrouve parfois de manière à des zones un petit peu plus profondes, en fait. Donc ça, c'est d'un point de vue, alors aujourd'hui, c'est une espèce qui est plutôt très abondante. L'abondance de cette espèce-là, depuis 35 ans, c'est l'espèce sur laquelle on a le plus de données sur une période longue. On a une abondance qui est très très stable en Manche et dans le golfe de Gascogne, parce que derrière, on a un effort de pêche qui est très stable aussi. Donc c'est plutôt une espèce qui est en très très bonne... le stock est en très bonne situation, et parce qu'il est aussi bien géré, parce qu'on a une taille qui est bien adaptée en fait. Alors, là je passe au homard,
peut-être que certains, enfin, je sais que quand je parle du homard, les gens sont vraiment très intéressés parce qu'on est capable d'en pêcher. C'est un peu l'espèce phare pour tout le monde. Alors, sur la migration, en fait, il y a eu des travaux qui ont été faits il y a une trentaine d'années, en fait, dans le golfe normando-breton. Et la conclusion, c'était que les mouvements ne sont pas très importants. On caractérisait très rapidement. Le homard, c'est une espèce sédentaire, elle ne bouge pas, et voilà. Cela dit, il y avait quelques individus qui montraient, alors très peu, mais qui montraient un déplacement est-ouest. Alors, pourquoi on n'avait pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de résultats? Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ce genre d'initiative fonctionne bien si on a des résultats en retour. Et pour avoir des résultats en retour, il faut informer les pêcheurs potentiels qu'ils vont être susceptibles de pêcher un homard qui a une marque, et s'ils en trouvent un, il faut téléphoner à telle personne et donner l'information. Aujourd'hui, sur les travaux que je vais vous montrer après, les résultats sont assez intéressants parce qu'on a beaucoup de retours, pas que par des pêcheurs professionnels, mais par aussi beaucoup de plaisanciers. L'utilisation d'Internet ou le mail, c'est un petit peu simple ce que je dis, mais ça permet d'avoir un retour d'information qui est assez rapide et d'assez bonne qualité en fait. Il y avait eu aussi quelques travaux dans le Nord Finistère qui montraient qu'il y avait quand même quelques mouvements parfois qui étaient assez importants. Des études beaucoup plus récentes en Angleterre, alors là pareil ici vous avez l'île de Wight en fait. Là des homologues anglais en fait ils se sont dit on va regarder ce qui se passe et en fait ils ont marqué que des jeunes homards, des homards qui étaient, que les pêcheurs professionnels remettaient à l'eau. C'était assez simple pour eux, il n'y avait pas besoin d'acheter les homards, ils faisaient quelques embarquements à bord des bateaux, ils les marquaient, ils les remettaient à l'eau. Classiquement ce qu'ils montraient c'est que bon, le homard ici, les jeunes homards ils bougent pas beaucoup. Et on sait de toute façon que sur le homard, je vous le disais tout à l'heure, la marque elle peut résister à une mue, mais à 2 ou 3 pas trop. Donc on a plutôt marqué des juvéniles, et sur les juvéniles, la conclusion ce serait plutôt qu'ils ne bougent pas beaucoup. Autre travail, mais dans une zone géographique un peu différente. Alors là, la carte, c'est en Suède, non, c'est dans le sud de la Norvège, c'est dans des fjords, où là, les Norvégiens, alors par rapport à nous, nous on a du matériel, mais eux, ils en ont encore plus. Ils ont pu se permettre de mettre plein on appelle ça de récepteurs acoustiques. Donc en gros, c'est plein d'écoutes dans une zone assez grande. Et tous les homards, ils les ont marqués avec des marqueurs, mais acoustiques. C'est-à-dire que la marque, de manière régulière, elle emmène une information qui est réceptionnée par le capteur. Ce qui permet au fil des données qu'on reçoit, d'être capable de définir la zone spatiale où se trouve le homard. Eux, leur conclusion sur des homards adultes, c'est que y a des homards qui sont très très sédentaires, qui ne bougent pas beaucoup. Il n'y a même pas beaucoup, il y a plutôt même on va dire, un partage spatial de la zone avec des homards qui vont rarement dans la zone du copain en fait. Donc voilà, ça c'est leur conclusion en Norvège. Et donc nous, il y a 2 ans, alors je dis nous, mais je dois vraiment dire que le travail, il est lié au comité départemental des pêches des Côtes d'Armor, qui est positionné à Binic, à Saint-Quay-Portrieux et aussi à Paimpol. Ils ont pu financer le rachat de homards qui ont été marqués. Alors je ne vous présente pas la carte, hein, vous la connaissez. Donc là, on est là. Il y a eu plusieurs zones de lâcher. Il y en a une qui est au large de la Hauraine, sur une zone qui est fermée à la pêche. Il y en a une qui était au large de Tréguier, là. Et puis il y a dû avoir un petit lâcher au niveau de... comment ça s'appelle l'île qui est là? Voilà. Ouais, au niveau de l'île Toméo, je ne sais pas trop où. Là. Alors, ce qu'on avait vu, alors la première année, on a commencé ça en 2010, et première donnée, Laure qui m'appelle, il me dit « Ah, merci, on a repêché un homard à 20 km. » Je dis bah, « C'est bizarre ça. » Et en fait, tout au long de cette année 2010, les recaptures de homards que l'on a fait, alors souvenez-vous du tourteau tout à l'heure, on les a tous fait pratiquement à l'ouest, avec des mouvements qui étaient assez importants en fait. Hein. On a eu des mouvements, ce mouvement-là, c'est en 3 semaines, le homard il a fait 60 km. Donc au fond, il reste pas dans son trou à compter à se tourner les pinces en fait. Donc ça c'était les premiers résultats en 2010. Entre 2011 et 2012, alors ça c'est des homards qui ont passé un hiver en fait. On a eu ce même type de mouvement. Alors là, on avait le plus long parcours, il a été marqué au haut de la Hauraine, et puis là, pour ceux qui connaissent un peu les abers en fait là. On est juste devant Saint-Pabu. Donc le homard, il a fait là, pareil. Alors là, c'est de la ligne droite. En ligne droite, ça fait presque 100 km. Mais on sait très bien qu'au fond, il n'a pas dû aller en ligne droite. Donc on voit bien qu'on a une population de homards. Alors
au moins si on considère qu'on est à l'ouest de la baie de Saint-Brieuc, avec un mouvement très très important. Alors vous allez me dire, bon, c'est très bien, on sait que les homards ils bougent. Mais l'autre point important, c'est que quand vous montrez ça aux pêcheurs, ça veut dire que respecter la réglementation partout, c'est aussi respecter l'ensemble des pêcheurs sur tout le territoire en fait. Si vous aviez, quand on parle par exemple de coquilles Saint-Jacques, les coquilles Saint-Jacques elles sont assez fixes, elles sont dans un endroit. Donc on va dire que la gestion en baie de Saint-Brieuc n'impacte pas la gestion en baie de Morlaix. Là, sur le homard, on voit bien que sur une espèce qui était considérée comme plutôt sédentaire, ce qui n'est pas le cas. Alors, tous les homards ne font pas ce genre de migration assez importante, mais en tout cas, il y a une grosse partie qui le font. Donc ça veut bien dire que sur cette espèce-là, on est à peu près comme une espèce, finalement, comme du poisson, où en fait la gestion de chacun a un impact positif sur l'ensemble des autres acteurs en fait. C'est pas un pêcheur qui est tout seul dans la mer et qui gère tout seul sa pêcherie. Donc ça, c'est des travaux assez intéressants. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces déplacements-là se font plutôt pour des homards qui sont matures. On a travaillé beaucoup avec un pêcheur du Dibenne. On a marqué plein de homards, alors un peu comme les Anglais. Et le pêcheur, il nous a remonté tous les recaptures qu'il faisait dans son coin. Et tous les recaptures qu'il a faites, c'était des homards qui n'avaient pas encore atteint la taille de maturité sexuelle. Et les quelques-uns qu'on a recapturés, qu'on a récupérés, alors toujours à l'ouest, qu'on a récupérés, alors un vers Plouescat et l'autre vers Kerlouan, ils avaient atteint, ils faisaient 1 kg, ils avaient atteint la taille adulte. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé le pêcheur, je lui ai dit, c'est pas possible, moi mes homards, je les retrouve. Mais je lui ai dit, mais tes homards que tu retrouves, tu les as mis à la vente? Il me dit, non, pas encore. Parce qu'ils étaient petits en fait. Donc je pense qu'on a une capacité à se déplacer et aller découvrir le monde, en l'occurrence là, qui est vraiment liée à la taille. La maturité sexuelle atteinte pour le homard fait qu'il se déplace de manière beaucoup plus importante en fait. Je passe sur mon autre espèce, c'est on va dire le homard j'adore, mais alors la langouste je suis fan aujourd'hui. Je vous ai parlé de la dérive larvaire, qui est connue pour être importante, plusieurs mois. Voilà ce que j'écrivais l'année dernière, de 6 mois en Méditerranée à 10-11 mois en Atlantique. Et voilà une petite langouste qu'on a trouvée, qu'on m'a ramenée il y a 1 mois maintenant. Elle est en bassin chez nous. Elle fait 1 cm au niveau de la tête, là. Elle fait 3,7 cm au niveau de la longueur totale. Vous voyez, c'est ma main qui est là. Donc imaginez la petite langouste que c'est. Et on l'a surtout récupérée vers le 28 octobre. Alors, moi, j'en avais encore jamais vu des si petites, en fait. C'est vraiment la première fois que j'en vois. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'ai donné des cours à des étudiants à la fac à Brest. Et puis, je leur ai présenté cette photo-là parce que c'était un autre sujet. Et puis, il y a un des étudiants qui me dit « Ouais, mais regardez, monsieur, j'ai une photo. » Et il se trouve que cet étudiant est originaire de Perros-Guirec. Et il en avait observé une à peu près à la même période à Perros-Guirec aussi. Donc celle-là, elle vient de la rade de Brest. Alors, derrière, pourquoi cette donnée-là, elle est assez importante et intéressante. Au vu de la taille et de ce que je sais de la langouste en Méditerranée par des travaux faits par des homologues, c'est que sans doute cette langouste-là, elle s'est déposée sur le fond il y a 1 mois et demi, pas plus. On va dire qu'elle a dû se déposer sur le fond au mois de septembre. Donc, si on considère qu'elle s'est déposée sur le fond au mois de septembre, elle est issue d'œufs de femelles, soit de cette année, donc qui ont lâché leurs œufs au mois d'avril. Donc on va dire entre le mois d'avril et fin septembre, on a à peu près 6 mois. Ou soit de l'année encore avant, parce qu'on pensait que la période larvaire était autour de 12 mois. Mais ça semble être beaucoup, ça veut dire qu'entre le mois d'avril l'année dernière et le mois de septembre cette année, ça fait 18 mois de vie larvaire, et je pense que c'est vraiment trop. On n'a pas dans tous les travaux réalisés partout dans le monde sur d'autres espèces, on n'a pas de vie larvaire aussi importante. Donc vraisemblablement, on a une vie larvaire qui est plutôt de 6 mois, donc c'est plutôt une femelle qui a lâché ses œufs au mois d'avril. Alors, pourquoi c'est important de connaître ce cycle-là? Ça veut dire que la réponse d'un stock, je vous ai dit que c'est un stock qui se situait en très mauvais état, la biomasse était très très faible. On a commencé à prendre des mesures. La première mesure, ça a été d'avoir une taille minimale de capture qui est d'1 kg. On est passé de 500 grammes à 1 kg. Aujourd'hui, toutes les langoustes se reproduisent et se reproduisent au moins 2-3 fois, parfois avant d'être possiblement pêchées parce qu'elles ont atteint la taille maximum. Mais on va dire sous l'eau, en fait, les espèces produisent beaucoup d'œufs. Il va y avoir beaucoup de jeunes individus. Et donc, proportionnellement, en fait, quand un stock va très très mal, si on protège les jeunes individus qui sont en grand nombre, on va avoir une capacité de reproduction qui va être assez intéressante. On va augmenter ce qu'on appelle la biomasse reproductrice, en fait.
Et c'est sans doute ce que l'on a fait. Quand on a augmenté la taille, on a protégé plein de femelles aptes à se reproduire. On a sans doute libéré dans le milieu beaucoup plus d'œufs qu'il y avait avant. Et surtout, en fait, avoir une phase larvaire courte, ça veut dire qu'on peut revenir aussi auprès des professionnels en disant, voilà, on a sans doute une espèce qui est plus robuste et qui est capable de rapidement répondre à des bonnes mesures. Et c'est sans doute ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je continue sur cette espèce-là. Aujourd'hui, je vous montrerai des photos après. En gros, entre les Roches d'Ouvre et le sud de Belle-Île-en-Mer, sur tous les fonds rocheux entre 20 et 30 mètres, où l'habitat lui est favorable, on a des langoustes de partout, des langoustes qui font à peu près 300 grammes. Donc c'était jamais vu en fait. On a commencé à voir ces petites langoustes en fin 2013. 2014, j'avais des appels téléphoniques de tous les plongeurs. Ah, si on voit des petites langoustes, alors qu'ils faisaient 100 grammes à l'époque. L'année dernière, elles faisaient à peu près 250 grammes et cette année, elles font 350 grammes à peu près. Donc il y en a beaucoup qui vont arriver sur le milieu. Et le fait d'en voir des si petites, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je suppose qu'on va avoir encore une belle arrivée de langoustes qu'on va commencer à revoir l'année prochaine. Donc ce qui est important, c'est que voilà, sur cette espèce-là, si on fait de la gestion et si on prend des mesures, on a des réponses qui sont plutôt positives. Alors ce travail-là sur la langouste, il a commencé, et l'historique, je pense que c'est intéressant de le montrer. Ici, on est sur la chaussée de Saint, l'île de Saint ici, le Tourtan-Armen, elle est là. Et c'est une zone qui a été fermée à la pêche en 2007. Je vais faire un petit peu l'historique parce que j'ai beaucoup de respect pour la personne qui a initié cette fermeture-là, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est un monsieur qui s'appelait Guillaume Normand, qui était le président du comité local des pêches d'Audierne et qui était ligneur. Pour la petite histoire, c'est le monsieur qui est décédé avec monsieur Michelin en mer en 2008. Et ce monsieur-là, en fait, il avait l'expérience de la pêche, il avait été sur des chaluts telluriers, il avait vraiment, je dirais, vu un peu tout de la pêche. Et il s'était dit, mais il faut arrêter les conneries, il faut qu'on commence à prendre des mesures, et des mesures qui soient vraiment dignes de ce nom. Et la langouste, ça a été en fait notamment une des mesures, une espèce sur laquelle il a beaucoup travaillé. Il a dit, s'il faut prendre des mesures, il ne faut pas que ce soit il faut pas pisser dans un violon, pour dire les choses un peu. Il faut prendre des mesures qui soient vraiment importantes. Et il a proposé de fermer cette zone. Alors cette zone, elle n'était pas au hasard, hein. C'est la meilleure zone de pêche à la langouste qu'on ait jamais eue. L'île de Saint, là, en été, il y avait plus de 400 pêcheurs qui pêchaient sur la chaussée, notamment des pimpolets qui venaient jusqu'à là. C'était une zone de pêche qui était extrêmement riche. Et là, on a décidé de la fermer. Donc on savait que le biotope était bon. Il y en avait encore quelques-unes, hein. Il y avait quelques pêcheurs qui étaient au-dessous. Et là où la force de ce pêcheur était importante, c'est que à la fois il faut des leaders, mais vous voyez, là, il y a une zone de roche sur laquelle il y a beaucoup de courant, donc c'est pas facile d'aller pêcher. Mais tous les accords là, qui sont à 50-60 mètres de fond et au nord, c'était des zones qui étaient encore pêchées par des professionnels. Pardon. Et donc là, il a fallu, je dirais, qu'ils tiennent la baraque et qu'ils disent non, on arrête les conneries, on essaie de prendre des mesures et on ferme cette zone. Alors au début, ça a été un petit peu mouvementé, mais il a tenu bon. Et aujourd'hui, cette zone, elle est à l'intérieur du parc naturel marin d'Iroise et le suivi est effectué. Le suivi, c'est le parc naturel qui doit le faire, mais on a un contrat avec eux pour qu'Ifremer puisse le faire. Alors, dans cette zone-là, on ferme, on veut voir ce qui se passe en fait. Donc on a fermé et on a mis en place depuis 2009, on a 6 points d'échantillonnage. Alors là, pour l'instant, on pêche encore au filet. Pourquoi? Parce que l'abondance était tellement faible qu'en pêchant en quasi, on n'en pêchait pas. Et au filet, on avait quand même des informations. Donc on a commencé à faire une pêche expérimentale sur chacun de ces points tous les ans. Parmi les résultats qui semblent intéressants, donc je suis vraiment concentré sur la migration et quelque chose qu'on ne pouvait vraiment pas s'attendre. Alors là, ici, sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, il y a 6 points, de 1 à 6, qui correspondent à mes 6 zones d'échantillonnage. Quasi exclusivement, quand je pêche une langouste à la zone... Je vais revenir là. Si je pêche une langouste au point 2, et si je la repêche, je vais la repêcher au point 2. C'est la synthèse de tous les résultats, c'est-à-dire que nos langoustes qui sont adultes, là, elles sont par contre très sédentaires, à l'inverse de nos homards. Là, on a une langouste au point 1, on la pêche tous les ans depuis 7 ans. Et on fait qu'un trait de pêche, enfin qu'un trait, on pose qu'une seule fois le filet. C'est comme si, voilà, il y a Louisette qui arrive. Bonjour Louisette, ça va? Comment ça s'est passé ton année? C'est assez étonnant. Le seul endroit où on a des transferts, c'est entre la zone 6 et la zone 5. La zone 5, c'est plutôt une zone où il y a 40 mètres de fond et la zone 6, il y a 60 mètres.
et on est très très peu éloigné. Donc là, on a plutôt affaire à des petits mouvements bathymétriques entre une zone plus profonde et une zone rocheuse. On a des habitats qui sont aussi très différents. Et ce que l'on observe, enfin ce qu'on sait au moins sur cette espèce-là, c'est que la nuit, c'est là qu'elle se déplace pour se nourrir, elle a tendance à aller dans des zones moins profondes la nuit et redescendre un peu le jour. Donc les transferts qu'on a entre les zones 6 et 5 sont assez cohérents avec ce que l'on peut connaître de la biologie. Et on a juste 1 ou 2 transferts entre la zone 3 et la zone, entre la zone 3 et 5, là, le long du tombant. Mais par contre, on voit bien qu'on a une zone, enfin des espèces qui sont très sédentaires. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien, on connaît ça, mais qu'est-ce que ça peut apporter en termes de gestion? En termes de gestion, ce qui est très très important, c'est qu'on peut expliquer dans une situation où on a une surexploitation de cette espèce-là, qu'on peut imaginer d'autres mesures de gestion. D'autres mesures de gestion, ce serait par exemple d'avoir des zones qui soient réservées à la pêche à la langouste ou interdites à la pêche à la langouste pendant une période de l'année, et pouvoir dire aux pêcheurs, si vous pêchez une langouste dans cette zone-là et que vous la remettez à l'eau, il y a de fortes chances que vous la repêchiez de toute façon. Donc cette information-là, ça permet d'avoir une autre façon de mesurer la gestion. Parce qu'il y a des poissons, vous leur dites, bah ouais, vous le remettez à l'eau, mais c'est qui va le pêcher? C'est peut-être pas moi. Là, on commence à avoir l'information qui permet de dire que les langoustes qui sont adultes et une grosse partie est très sédentaire. Donc ça revient un peu à avoir une notion de « je gère ma zone de pêche », un peu comme je gère mon potager. Alors j'extrapole un petit peu, mais c'est complètement différent dans la manière d'aborder la gestion des pêches dans des zones côtières comme celle-ci en fait. Donc ça c'est un travail qui dure depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Alors les petites marques électroniques que je vous ai montrées tout à l'heure, on en a donc acheté. On va normalement y équiper une vingtaine de langoustes l'année prochaine. Donc l'idée c'est de savoir ce qu'elles font en hiver. Alors voilà 2 observations que l'on avait, et puis je vais vous en montrer d'autres après. Ça, c'était en été 2014. On a une langouste qu'on avait marquée dans 30 mètres d'eau. On l'a remis à l'eau, et 2 mois après, c'était une femelle. Elle a été repêchée par un pêcheur dans 80 mètres d'eau. Donc malgré le fait que tous les ans, au même endroit en été, on retrouve les mêmes individus, on ne sait pas ce qu'elles font en hiver. Alors est-ce qu'elles changent réellement de zone? Alors là, c'est une femelle, et je pense que la femelle, en fait, elle était apte à se reproduire. Elle a besoin de zones beaucoup plus tampons, et je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce que l'on observe sur l'araignée. Une partie du stock va un petit peu plus profond, parce qu'il y a des conditions, alors à la fois c'est plus stable, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma, mais en hiver, quand il y a de la houle, là, ça bouge pas mal en fait, hein, voire même jusqu'à 40 mètres de fond. Donc les individus, même si la langouste elle a une capacité à s'accrocher sur la roche qui est assez impressionnante, je pense qu'elle est plus tranquille, un peu plus profond où c'est plus stable. Donc tout notre travail là, enfin tout l'objectif de marquer avec des marques électroniques, c'est savoir si nos langoustes elles vont juste un peu plus profond là, ou si elles vont vraiment un peu plus loin. Et donc ça veut aussi, on intègre aussi le fait qu'aller plus loin, c'est aller peut-être dans une zone de pêche qui est différente, pas gérée, pas pêchée par le même pêcheur, et donc essayer de présenter ça aux acteurs pour qu'ils trouvent aussi par eux-mêmes des solutions de gestion en fait. Alors, au niveau des synthèses, ce que l'on peut faire, c'est qu'en hiver, on a plutôt pour nos espèces des déplacements qui semblent assez faibles, l'araignée un petit peu plus. Mais la langouste et le homard, ça a l'air d'être assez stable. Les mouvements que l'on observe, c'est plutôt des mouvements de printemps. Donc les tourteaux, pop, à repartir. La langouste, de ce qu'on a eu récemment, c'est qu'on a plutôt des migrations bathymétriques, des espèces qui reviennent, enfin des individus qui reviennent dans des zones moins profondes. On a vu pour le homard, on a aussi des changements de zone. On a aussi tout simplement des homards en été, enfin au printemps, qui sont beaucoup plus actifs. Je ne vous ai pas présenté ici, mais si je regarde le rendement d'un pêcheur de homard au cours de la saison, il est très faible en février-mars, et puis il augmente. L'apogée, les meilleurs mois, c'est le mois de mai. Les homards se déplacent beaucoup, puis après, hop, ça rediminue en fait. Et pour l'araignée, c'est un peu pareil. Et là, on voit bien au niveau de l'effet de l'âge, on a deux effets qui sont un peu opposés. Homard, tourteau, araignée, on a plutôt des individus qui sont très peu mobiles. Le homard, le tourteau, ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, la langouste, c'est plutôt l'inverse. On a des jeunes langoustes qui ont l'air de bouger beaucoup. Alors je change de présentation, je vais sur une autre présentation. Alors ça, c'est un travail qui est fait avec des pêcheurs volontaires qui nous marquent des langoustes qui ne font pas la taille et qui les remettent à l'eau. Donc c'est des petites langoustes. Et là, ce que l'on observe en fait, c'est pareil, c'est des mouvements bathymétriques. Alors ça, c'est des langoustes qui font 600, 700 grammes, donc des langoustes qui ne sont pas très très grosses. Là, dans ces schémas, enfin dans les moins de 50 jours, là, on avait vu des langoustes qui étaient capables de se déplacer sur des distances très importantes, un peu comme les homards, mais c'est des langoustes qui font 300-400 grammes. Et par contre, des fois, des mouvements un peu plus faibles. Alors là, pour l'instant, on n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait,
Mais l'idée, c'est d'essayer de voir si on a vraiment des patterns et des schémas de migration que l'on puisse vraiment préciser, que l'on puisse surtout transmettre aux pêcheurs, parce que derrière, des mesures de gestion sont assez intéressantes. Juste ce petit... Alors bon, ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est pour juste... Ici, c'est le temps de liberté. On a remis la langouste à 0 à l'eau, et puis on l'a repêchée soit 15 jours avant, après, 6 mois après, ou voire même un an. On voit bien qu'en fonction du temps de liberté, la distance parcourue est très variable. On a des individus qui ont fait 50 km et d'autres très peu. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de montrer que c'est pas parce que votre individu est gros. Là, on a des langoustes qui font 1 kg. Elles ne se sont pas beaucoup déplacées. Et par contre, là, on a des langoustes qui font, celles-là, elles font 300 grammes. Vous voyez, même des petites langoustes, elles sont capables de se déplacer de manière assez importante. Donc on voit bien que le déplacement, et ça, je pense que c'est pour cette espèce-là, elle a besoin d'un habitat très particulier. Quand son habitat n'est plus approprié à sa taille, elle se déplace pour chercher un autre habitat, en fait. Alors, je reshift sur mon autre présentation. Donc là, on voit bien que l'effet de l'âge et le fait d'atteindre sa maturité sexuelle ou pas engendre des déplacements qui sont plus ou moins importants. Après, on a des conditions environnementales de houle et de courant qui doivent sans doute jouer sur ces déplacements-là et la capacité ou pas des individus à tenir dans le courant. Par exemple, la chaussée de Sein que je commence à bien connaître, les plus gros individus se trouvent dans les endroits où il y a le plus de courant parce qu'ils sont capables de tenir dans ces endroits-là. On a des mâles qui atteignent 4 kg juste autour de pas très loin du phare de la Vieille. Donc là, le phare de la Vieille, on est vraiment dans le jus à bloc ou dans le front de Veur à Ouessant. C'est des zones où vous pouvez avoir de très très gros individus qui sont capables de tenir dans ces endroits-là, en fait. Alors, le parallèle avec le tourteau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un travail qui a été fait en Afrique du Sud. Alors là, vous avez Cape Town qui est là, donc c'est vraiment la pointe sud de l'Afrique. Et ils ont fait un travail qui est un petit peu similaire aux nôtres, c'est qu'ils ont marqué des langoustes dans plein d'endroits, avec des marques classiques. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ces langoustes-là, pareil, tant qu'elles étaient juvéniles, en fait, elles se déplaçaient. Alors là, sur la partie ouest, elles allaient un peu vers le sud, et dans la pointe sud, hop, elles partaient vers l'est, en fait. Donc ça, c'était les observations de migration qui étaient donc des patterns de migration bien particuliers. Et si vous regardez pareil les courants résiduels, vous avez un gros courant qui descend en fait du canal du Mozambique en fait, et qui longe la côte et qui redistribue très certainement les œufs. Et donc vous avez un peu à l'effigie de ce que je vous ai montré pour le tourteau, un équilibre entre dérive larvaire qui se fait dans un sens et migration des juvéniles qui se fait dans un autre. Donc on arrive à avoir une stabilité après de la population qui se cale dans des endroits particuliers comme ça en fait. Alors pour finir sur la langouste, tous les travaux que je vous ai montrés tout à l'heure, notamment fermer une zone, à quoi ça sert? Alors là, c'était les valeurs de capture des pêcheurs dans cette zone-là avant. Donc ça, on appelle ça la CPUE. On calcule le poids de langouste dans 1 km de filet. Donc voilà les valeurs que l'on avait avant fermeture de la zone. Et depuis qu'on a fermé la zone, on a vraiment une augmentation de l'abondance. Donc on voit bien que c'est des espèces, localement, si on prend des mesures, on peut agir de manière assez intéressante sur le stock. Après, quand on retrouve une biomasse assez importante, il suffit juste, ça paraît simple, mais juste d'aller récupérer les intérêts. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un peu de mortalité, mais il y a aussi de la croissance. Si vous récupérez juste la croissance, vous allez réussir à maintenir votre stock dans un état qui est correct, qui va être durable, et derrière qui va permettre tous les ans, économiquement, à des pêcheurs de retrouver, je dirais, un intérêt à aller dessus en fait. Nous, ce que l'on regarde, c'est la structure de taille pour voir ce qui s'y passe. Alors, ce qui nous intéressait ces dernières années, c'est qu'en fait, on a commencé à voir des petits individus arriver. Donc, dans une zone protégée, des petits individus arriver, ça veut dire qu'on protège non pas que les gros, mais des petits individus, et c'est ceux-là qui vont fournir... qui vont recréer le stock. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre la dernière année, mais là, on a un gros stock d'individus autour de 80 cm qui vient d'arriver sur la chaussée. Ça correspond aux petits individus dont je vous parlais récemment, qui sont arrivés, qui ont recruté en 2013 et qu'on commence à voir arriver. Alors, ce que l'on fait quand on marque et quand on repêche un individu, c'est de pouvoir dire, voilà, on l'a laissé tant de temps dans l'eau. Donc, nous, dans cette zone-là, on va tous les ans. Donc, on est capable
de regarder en fait à la fois le taux de croissance et l'augmentation de la taille de l'individu en fonction de sa taille précédente. Donc ça, c'est la taille qu'il avait quand on l'a mesuré et quand on l'a pêché la première fois. Et il a grandi de plusieurs millimètres après 1 an, 2 ans, donc à la prochaine, on va dire la fois où on l'a capturé la deuxième fois en fait. Et donc on a un taux de croissance et c'est assez important parce que cette espèce-là, alors qui était économiquement, je vous dis, presque la plus importante sur nos côtes en début des années 60 en fait, il y avait très peu de travaux qui avaient été faits, notamment des choses toutes simples, hein. La croissance d'un individu, c'est important de le connaître. Et bien ça, on ne l'avait pas. Donc grâce à ce travail que l'on fait dans la zone fermée de sein, et ben on est capable donc de savoir à chaque mue de combien grandit un individu, et ce qui nous permet derrière de retracer des courbes de croissance et de pouvoir vraiment avoir des données intéressantes qui est, voilà, on va commencer par exemple à avoir des petits individus sur le fond qui font 50 mm. On va être capable de dire aux pêcheurs, on voit un recrutement arriver, ce recrutement, il y a de fortes chances que vous commenciez à le repêcher 2, 3, 4 ans après. Donc ça permet aussi d'avoir un peu de lisibilité. Avoir cette donnée-là, quand je vois tous les petites langoustes qu'il y a sur le fond actuellement, je suis capable de dire aux pêcheurs, ces petites langoustes-là, normalement, vous allez commencer à pouvoir les pêcher dans 3-4 ans. Au vu de ce que l'on a, c'est aussi de pouvoir dire, dans la situation actuelle, on risque d'en pêcher beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place comme mesure de gestion pour que ce qui arrive sur le fond, ce ne soit pas pêché en 2-3 ans et qu'on se retrouve... c'est-à-dire, c'est aussi un travail de... Alors, ce n'est pas forcément de la pédagogie, mais c'est... On apporte l'information, voilà ce que l'on observe, et qu'est-ce qu'on va mettre en place comme mesure de gestion. Ce n'est pas moi qui fais les mesures de gestion, on est plutôt là à inciter les gens, et ils vont avoir plein d'idées. Les pêcheurs en mer, ils ont plein d'idées pour mettre en place ils sont capables de prendre des mesures qui sont assez strictes. C'est plutôt à nous de les accompagner, à dire, voilà, moi, effectivement, je pense que cette mesure-là, elle est intéressante parce qu'elle va avoir tel impact, ou celle-ci beaucoup moins pour telle et telle raison. Et notamment avoir juste cette information-là, de pouvoir les prévenir, parce qu'ils commencent à les voir, ces petites langoustes, pour leur dire, voilà, sans doute que vous allez pouvoir les pêcher dans quelques temps. C'est vraiment avoir un peu une porte ouverte sur le futur et qu'est-ce qu'on va mettre en place comme gestion, en fait. Alors nous, on a aussi un travail qui permet, dont l'objectif est de mieux comprendre son habitat. Vous voyez, cette petite langouste-là, on la trouve, alors, on ne savait pas trop, l'avantage d'avoir eu un gros recrutement il y a 3 ans, c'est qu'on a pu vraiment les observer dans le milieu. Il se trouve que le milieu sur lequel on le trouve est assez proche des adultes. Là, ces 4 photos, ces 4 photos-là qui ont été prises sous l'eau, elles sont éloignées de 10 mètres. Cette langouste-là, vous voyez ma main, donc là, par rapport à ma main qui est là, c'est une langouste qui faisait à peu près 3 kg, une femelle. Elle était à 10 mètres de distance de cette petite langouste-là qui était associée à une grosse éponge et qui, elle, faisait, cette langouste-là, elle faisait 200 grammes en fait, quoi. Donc on a un habitat qui est partagé entre les grandes et les petites dans certains endroits. Ça veut dire aussi que dans ces habitats-là, il y a une réflexion à avoir sur quel type d'engin de pêche on va peut-être utiliser. Il y a 50 ans, c'était des casiers, aujourd'hui c'est que du filet, donc avoir aussi une réflexion sur le mode de capture. Alors aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que de dire qu'ils vont les pêcher au casier dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui ne pratiquent plus ou ce ne serait pas très économiquement rentable au début. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on met en place comme engin de pêche. Je fais un petit parallèle avec l'Australie. L'Australie, c'est le premier producteur de langoustes. Ils exportent tout au Japon et puis en Chine. C'est interdit de pêcher au filet, c'est qu'au casier. Alors il se trouve qu'on est dans des pêcheries un petit peu différentes. Nous aujourd'hui, les pêcheurs qui sont au filet, ils ne font pas que de la langouste, hein. Enfin, ils pourraient ne pas. Ils font de la lotte, ils font du turbo et tout ça. Mais ça veut dire que spatialement, il y a peut-être des notions de gestion à avoir. Quand je leur dis que les adultes, elles ne bougent pas trop, ça veut dire que dans ces zones-là, peut-être qu'on s'interdit d'utiliser d'autres matériels que le filet, ou d'autres matériels que le casier, ou qu'on a une gestion dans le temps, dans la saison ou sur l'année qui doit être différente. Donc c'est vraiment des réflexions assez importantes à avoir. Et ce qui est aussi important, alors c'est aussi le pêcheur en fait avec qui je parle, il a parfois jamais été sous l'eau, mais il a son imaginaire, il va vous dire c'est comme ça au fond. Pouvoir échanger sur l'habitat et lui montrer comment il est, c'est assez intéressant et ça permet d'avoir une façon de voir les choses qui est différente. Là je vous montre juste, c'est un travail qu'on vient juste de réaliser. C'est une photo de synthèse en 3D. Alors elle est en 2D mais on l'utilise en 3D. C'est une des parois rocheuses où on voit des langoustes. Ici on est à 21 mètres et là on est à 32 mètres. Alors moi sous l'eau, je ne pourrais pas voir ça d'un seul coup. Et d'ici à là, il y a presque une vingtaine de mètres de large en fait.
Donc on arrive à... Alors c'est une multitude... Enfin c'est un film où le plongeur, il a fait des transects comme ça. Alors il est resté plus ou moins à la même distance de la paroi. Et derrière, c'est un modèle numérique en fait, qui permet de récupérer chaque photo numérique et de compiler, de faire ressortir la structure de l'habitat. C'est typiquement le type d'habitat sur lequel on trouve de la langouste. La zone alaminaire, elle est juste au-dessus. On est en dessous de la zone alaminaire, il y a plein de fractures dans lesquelles les langoustes se mettent. Il y a pratiquement tout le temps, alors là c'est des grosses éponges jaunes, juste avant je vous ai montré ces éponges noires. Il y a une qualité d'habitat qui est assez remarquable avec une faune fixée qui est très très riche. Et donc le fait de montrer ça aux pêcheurs, c'est aussi important de leur dire, voilà, dans ces zones-là, si on va avec certains engins de pêche, on va aussi abîmer l'habitat. Donc si on abîme l'habitat, on va avoir un impact négatif sur l'espèce. Donc c'est se dire, voilà, sur ce type d'habitat ou à proximité, qu'est-ce qu'on imagine comme technique de pêche qui était utilisée avant, hein, mais est-ce qu'il ne faut pas les remettre au goût du jour? Alors, je dirais pour un peu une synthèse et pour passer au repas qu'on va avoir, je voulais faire un peu une vue synthétique de ce qu'on a pour le tourteau. Alors je vous ai dit, en Manche, on a plutôt des larves qui, a priori, avec le courant résiduel, re-rentreraient dans la Manche ou au moins reviendraient dans toutes les zones côtières. Donc on a plutôt ce mouvement des larves. Les larves de tourteau, elles dérivent pendant 2-3 mois à peu près. Après, on a plutôt des femelles, on a vu, hop, qui elles font plutôt le sens inverse dans toute cette zone de pêche, en fait, qui est la zone de pêche des pêcheurs français. Avec toujours une question ici, on se demande si ce n'est pas des zones puits. On a presque la moitié de la production française de tourteau qui vient de la zone qui s'appelle la Chapelle. C'est à 200 mètres de fond à peu près, c'est juste au niveau du talus, enfin entre 150 et 200 mètres. Et il y a beaucoup de femelles, et des fois la question c'est est-ce que les larves ont assez de temps pour dériver, pour rentrer à la côte? Et donc la question derrière c'est est-ce que ce n'est pas une zone puits, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la biomasse qui est là, et qui n'a plus aucun impact positif ou négatif sur le stock, puisque ces larves, on n'est pas sûr qu'elles soient capables de revenir tout à la côte. Bon, on a nos individus qui font ça. Alors, la majorité des pêcheurs de tourteaux, c'est une flottille qui est basée à Mogueriec exactement. Je dis bien Mogueriec et pas Roscoff parce que un de mes collègues pêcheurs est de Mogueriec, si je dis que la flottille... Alors, pourtant, la photo, elle a été prise à Roscoff. C'est des caseilleurs hauturiers équipés de viviers, ils partent à la semaine en mer et à 12 bateaux, ils font 50% de la production française. Donc à 12 bateaux, ils font 2008 ou 2800 tonnes de tourteaux à l'année. Ils pêchent entre avril et maintenant en fait. Et après, certains vont avoir une ou 2 semaines de pêche en hiver un peu sur le homard, mais c'est vraiment leur principale zone de pêche. Alors leur principale zone de pêche, c'est vraiment le milieu de la Manche centrale, en allant un peu, en dépassant la mer Celtique, et puis le nord du golfe de Gascogne. Et donc voilà, ils ont vraiment cette zone de pêche, la grosse zone de pêche de tourteaux française en fait. Donc vos tourteaux, ils vont revenir chez tous les gros marailleurs du coin. Alors la grande zone de maraillage pour le tourteau, c'est vraiment une zone qui est localisée. Alors ici, il y en a à Roscoff, mais il y en a aussi un peu à Paimpol, il y en a aussi à Audierne. Donc voilà, c'est vraiment sur le littoral. Ils sont stockés dans des grands viviers où ils arrivent à mettre par vivier, les plus gros viviers, ils arrivent à mettre jusqu'à 3 tonnes de tourteaux à peu près. C'est des charges assez importantes, mais ils restent jusqu'à 10 jours dans les viviers, puis ils sont expédiés. Après, notre tourteau, il est arrivé à terre, mais il va continuer à bouger. Alors, il va faire une première migration, on va dire, très locale. Hein. Tout le monde mange un peu du tourteau, donc on va voir, il va arriver sur les étals le long de la côte. Alors, ce qui est assez étonnant avec le tourteau, mais pas qu'avec le tourteau, je vais vous donner un exemple. On avait une réunion à Paris, c'était l'année dernière, et j'étais avec le président du comité, le président de la commission crustacés, et on était dans le métro, on allait à la réunion. Et puis on était en train de parler de culinaire. C'est quoi ta recette pour le homard et tout ça. Et juste à côté, il y avait des gens qui étaient de Saint-Étienne. Ils disaient « Oh là, vous avez de la chance, vous mangez des bons produits. » Alors, votre tourteau, il est capable de faire tout ça. Après, les principales zones d'expédition, c'est Paris pour Rungis. Après, réexpédier un peu partout en France, mais pas que tant, parce que là, les gens que j'ai rencontrés à Saint-Étienne, mais j'étais aussi à d'autres endroits, on voit bien que dans le centre de la France, les gens, ils n'ont pas de produits de qualité parce que ça n'arrive pas jusqu'à là. Et c'est assez étonnant dans le sens où nos tourteaux français, les gros marchés après, c'est l'Espagne et le Portugal et l'Italie en fait.
Alors l'Espagne, ils sont très très demandeurs de produits et notamment tout ce que l'on groupe sous le nom de shellfish, c'est à la fois les crustacés et les coquillages. Donc nos tourteaux, ils sont capables de migrer en mer, ils ne sont pas capables de prendre le camion et puis d'aller en Espagne et en Italie, mais par contre, par exemple, dans le centre de la France, ils n'arrivent pas à y aller. Alors c'est assez étonnant. Alors, il y a un autre aspect qui est lié à ces espèces-là. Donc on voit bien que ça migre beaucoup. J'aurais pu vous faire un schéma, alors là c'est le tourteau français, mais le tourteau irlandais, lui il est pêché plutôt dans l'ouest. Il prend le camion, il prend le ferry, il arrive ici, enfin il arrive soit à Roscoff ou il arrive à Cherbourg. Là il va repartir aussi, il y a des gros mareyeurs à Paris, ou directement les camions vont l'emmener aussi en Espagne. Alors un petit peu. Mais la ligne, ça dépend, ils le prennent. Ouais. Oui, les Écossais aussi. Donc ça, je parle de l'Irlande, mais je pourrais parler du nord de l'Écosse en fait. Hein. Et là, je parle du tourteau, mais je pourrais parler aussi du homard qui fait à peu près une grosse partie du homard qu'on va retrouver sur nos étals là, à la fin de l'année. La production française, elle est basse à cette période de l'année. Ils auront stocké un peu, mais pas beaucoup. Il y a une grosse partie de la production qui vient d'Écosse. En fait, les Écossais sont des gros producteurs de homard. Ils les stockent un peu comme le homard américain. Et puis après, il revient là. Et si on prend le homard américain, alors lui, il prend l'avion et puis il arrive ici, quoi. Donc la migration, elle n'a pas lieu que sur l'eau. Et sur ce dernier point, en fait, on voit bien que ces réseaux de transfert, en fait, ils sont pas faits au hasard, en fait. Les gens, ils aiment bien manger des produits là parce qu'ils ont la culture de manger ces produits-là. Et dans le centre, dans plein d'endroits en France. Mais même en Bretagne, hein, vous allez dans le Creuse-Brest, dans certains endroits, en fait, il n'y a pas cette culture marine, en fait. Et donc, il y a des endroits, même en centre-Bretagne, pour trouver un... Enfin, moi, j'étais à un moment, j'ai travaillé un petit peu à Rennes. Il y a certains étals, vous allez à marché des Lys, oui, il y a une bonne qualité, mais le produit, il n'est quand même pas donné. Il y a d'autres endroits, à 30 km de Rennes, pour trouver un poisson de qualité ou un tourteau de qualité, c'est pas si évident que ça, en fait. Donc, on voit bien que cette culture, elle n'est pas partout présente. Et notre migration, il y a des frontières qu'elle arrive à passer largement ou pas à d'autres, en fait. Et donc voilà, le transfert que je voulais montrer, c'est le gros transfert qui a vraiment de l'Irlande et puis on va dire de tous les îles franco-britanniques en fait. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Une autre photo prise sous l'eau, c'était il y a 2 ans. Là, il y avait 2 petites langoustes qui étaient dans des failles. Là, c'est la photo, elle a été prise, alors pour ceux qui connaissent un peu Ouessant et le phare de la Jument, c'est à 150 mètres du phare de la Jument dans le nord-nordais. C'est un endroit qui est vraiment magnifique. Et là, c'est le bateau, alors pour ceux qui connaissent peut-être un peu l'île de Sein ou un des pêcheurs de l'île de Sein, il s'appelle François Spinec, c'est la personne avec qui on fait les embarquements en mer. On est sur son bateau. Et ça faisait partie des petits langoustes qu'on commençait à voir, mais cette année, on en a pêché des plus petites. Et voilà les belles langoustes que l'on remet à l'eau marquées en fait. Voilà, donc cette espèce-là, j'espère, en tout cas, on fait tout pour qu'elle redevienne une espèce. Alors, ce qui est assez étonnant, si on analyse un peu la sociologie, si vous parlez aux pêcheurs, dites-moi quelle est votre espèce emblématique, presque à 80%, ils vont vous parler de la langouste. Et malgré ça, ils ont laissé complètement échoir ce stock, en fait. Heureusement, il y a quelques personnes qui ont secoué la baraque, j'espère pas trop tard. Et on peut imaginer qu'elle va redevenir... moi, je pense que ça peut vraiment être l'effigie. Alors, on parle du homard breton, mais je pense qu'on pourrait parler encore plus de la langouste bretonne, en fait, parce qu'en Normandie, il n'y en a pas, donc il n'y aura plus de concurrence ou de discussion assez... Parce qu'en Normandie, les copains pêcheurs que j'ai là-bas, ils me disent « Ouais, ils font chier, vous faites chier les Bretons, le homard breton, c'est partout le homard breton, alors que c'est le même en Normandie, en fait. » Là, la langouste, ça serait réellement bretonne, un petit peu en Loire-Atlantique, mais c'est un peu à nous. Donc voilà. Non, mais derrière cette espèce-là, je vais vous donner juste, aujourd'hui, elle est vendue, premier prix en criée, en prix moyen, c'est 50 € le kilo. Donc acheté aux pêcheurs. Mais on n'a que 20 tonnes. On n'a que 20 tonnes. Derrière, si on arrive à remettre en place un stock qui, je suppose, peut remonter à 300, 400 tonnes, on aurait un prix qui va diminuer. Il pourrait peut-être s'établir autour du prix du homard. Si on fait le parallèle avec le homard c'est 500 tonnes, c'est 300 bateaux depuis Cherbourg jusqu'à l'île d'Oléron qui ont une activité économique qui est dépendante du homard, avec, pour certains, c'est presque 100%. Donc pour certains, pas tous, j'en connais un ou deux, mais on a de nombreux bateaux qui font 50% de leur chiffre d'affaires sur le homard.
c'est une espèce qui est gérée localement, qui se porte bien. Donc, le potentiel économique de cette espèce-là, il est vraiment très très important. Donc là, les pêcheurs, ils l'ont, j'espère, compris. On va continuer à bosser à bloc pour la remettre en place. Et puis surtout, derrière, il y a le côté économique lié à juste le pêcheur et toute la filière aval, mais au niveau... moi, je suis assez étonné de toute la communication qu'il y a, enfin, pas étonné, mais j'en suis plutôt content. Dans notre région, on met en avant beaucoup les ressources, en fait. Ça pourrait être vraiment une ressource emblématique de notre région, à même titre que d'autres, et puis qui amène... Aujourd'hui, vous dites à un plongeur qui n'a jamais vu de langouste, je suis capable de t'emmener voir des langoustes. C'est aussi cet aspect économique des choses qui peut être vu, c'est-à-dire découverte du milieu, aller voir une espèce qui est considérée comme emblématique, avec un cycle de vie qu'on sera capable d'expliquer. On va dire qu'il y a presque du tourisme écologique, en fait. Et voilà, il n'y a pas que le côté purement ressources et économie qui est lié, il y a tout l'aspect d'environnement autour, que l'on peut présenter. On peut présenter la manière dont on gère, et ça, c'est aussi important, en fait. Donc voilà ce que je voulais... Il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, c'était un cadrage plutôt sur la migration.